Ma femme a ramené un homme séduisant à la maison et a dit, il vit ici maintenant. J'ai simplement hoché la tête et lui ai tendu une enveloppe noire. J'étais assis au bureau ancien de mon grand-père quand ma femme est entrée dans notre appartement avec un homme que je n'avais jamais rencontré. Antoine, je te présente Maxime, a dit Sophie, sa voix éclatante d'une fausse gaieté. Elle a fait un geste ample dans notre salon, comme un agent immobilier faisant visiter une propriété. Il vit ici maintenant. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas levé, je n'ai même pas élevé la voix. J'ai simplement hoché la tête parce que je m'attendais à cela depuis exactement 4 mois, 2 semaines et 3 jours. Maxime a regardé mon foyer, le foyer que j'avais acheté avec mon héritage, le foyer où j'avais refait les parquets à la main, le foyer où Sophie et moi avions passé 12 ans à construire ce que je croyais être une vie commune avec une arrogance à peine dissimulée. Il était plus jeune que moi d'environ 8 ans, bâti comme s'il vivait à la salle de sport, et portait une eau de Cologne si forte que mes yeux pleuraient de l'autre côté de la pièce. Sophie n'a même pas enlevé ses talons. Elle a traversé ce parquet que j'avais poncé et éteint moi-même, ce même parquet qu'elle avait foulé pendant 12 ans sans jamais remarquer le travail que j'y avais investi. Ne fais pas de scène, Antoine, a-t-elle dit, sa voix suintant une fausse sympathie. Sois mature. Nous sommes tous des adultes ici. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Le tailleur de créateur qu'elle avait acheté après sa promotion. La nouvelle coupe de cheveux qui coûtait plus cher que nos courses mensuelles d'autrefois. La confiance qui venait de la conviction qu'elle m'avait dépassé. Je suis mature, ai-je dit doucement. J'ai ouvert le tiroir verrouillé du bureau de mon grand-père, celui sur lequel Sophie ne m'avait jamais posé de questions en 12 ans, celui devant lequel elle était passée 1000 fois sans curiosité. À l'intérieur se trouvaient 2 épaisses enveloppes noires. 4 mois d'enquête minutieuse, méthodique et silencieuse, le tout condensé dans une documentation qu'elle n'avait jamais vue venir. J'ai pris une enveloppe, je me suis levé, j'ai traversé la pièce et je l'ai tendue à Maxime. Bienvenue, ai-je dit calmement. Ceci est pour vous. Son sourire arrogant a vacillé. Il a regardé Sophie, puis de nouveau moi, comme s'il essayait de déterminer s'il s'agissait d'une sorte de piège. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il demandé. Ouvrez-la. Les yeux de Sophie se sont plissés. Je la voyais recalculer. Elle s'était attendue à ce que je m'effondre, que je supplie, que je lui facilite la tâche de se sentir victime d'un mariage sans amour. Mon sang-froid ne faisait pas partie de son plan. Antoine, ne sois pas pathétique, a-t-elle dit. Je ne suis pas pathétique, Sophie. Je suis méticuleux. Maxime a déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas une lettre. C'était une pile de documents imprimés, de photographies et de relevés bancaires, tous soigneusement organisés avec des onglets étiquetés. Son visage a pâli. Il a commencé à les feuilleter de plus en plus vite, la mâchoire serrée à chaque page. Puis il les a jetés par terre comme s'il lui avait brûlé les mains. Un amas de preuves s'est répandu sur mon parquet, des relevés bancaires montrant 48 000 € de dettes de jeu. Des captures d'écran de 3 applications de rencontres différentes avec son visage sur chacune, chaque profil prétendant être célibataire. Des photos de lui quittant des hôtels avec différentes femmes au cours des 6 derniers mois. Des documents judiciaires de l'ordonnance restrictive de son ex-femme, déposée 18 mois plus tôt pour abus financiers et harcèlement. Où avez-vous eu ça ? A exigé Maxime, la voix tremblante. Sophie a attrapé un des papiers, ses mains tremblaient. Qu'est-ce que c'est ? Je me suis rassis à mon bureau, parfaitement calme. Avant que tu ne le rencontres dans un bar chic quelconque que tu fréquentes, j'ai travaillé 15 ans dans la sécurité d'entreprise. Vérification d'antécédents, informatique légale, évaluation des menaces. Je sais comment trouver des informations. J'ai regardé Maxime droit dans les yeux. Et il y a 4 mois, quand j'ai soupçonné que ma femme avait une liaison, j'ai engagé un très bon enquêteur. Ça m'a coûté 3 000 €. Ça valait chaque centime. Revenons en arrière. Il y a 4 mois, Sophie a été promue directrice régionale principale dans l'entreprise pharmaceutique où elle travaillait depuis 8 ans. Bon salaire, bureau d'angle, compte de dépenses, le genre de poste qu'elle visait depuis avant notre mariage. J'étais heureux pour elle, sincèrement heureux. Je l'avais soutenue pendant ses cours du soir, ses heures de travail exténuantes, le stress, la politique et tout ce qui accompagnait l'ascension de cette échelle professionnelle. Mais quelque chose a changé après la promotion.
Au début, je me suis dit que c'était juste une période d'adaptation, de nouvelles responsabilités, une nouvelle pression. Elle a commencé à travailler plus tard, à rentrer à la maison après que j'ai déjà dîné, à prendre des appels dans la chambre avec la porte fermée. C'est juste la transition, disait-elle quand je demandais. Donne-moi quelques semaines pour m'installer. Les quelques semaines sont devenues un mois, puis 2. Elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, a cessé de rire de mes blagues et a commencé à me regarder comme si j'étais un meuble dont elle avait hérité et dont elle ne savait pas trop quoi faire. Je suis analyste en sécurité des réseaux. Ce n'est pas prestigieux. Je travaille à domicile la plupart du temps, gérant des pare-feux et des protocoles de sécurité pour des entreprises de taille moyenne. Un revenu solide, un emploi du temps flexible. Pas excitant, mais stable. Sophie disait qu'elle aimait ça chez moi. Tu es mon roc, me disait-elle. Mon point d'ancrage dans tout ce chaos. Après la promotion, cela a changé. Tu ne veux pas plus? A-t-elle demandé un soir, il y a 3 mois. Nous étions au lit, allongés l'un à côté de l'autre comme des étrangers. Tu ne veux pas être quelqu'un de plus grand? J'aime ce que je fais, ai-je dit. C'est ça le problème. Tu te contentes de ce que tu as. Elle a dit cela comme si le contentement était un défaut de caractère. C'était le premier véritable signal d'alarme. Pas le travail tardif, pas les portes fermées, mais le mépris dans sa voix quand elle parlait de ma vie, de notre vie, comme si c'était quelque chose d'indigne d'elle. Alors, j'ai commencé à faire attention après ça. De petites choses au début. Elle a changé le code de son téléphone, a commencé à l'emporter partout, même aux toilettes. Elle a acheté de nouveaux vêtements, chers, mais ne les portait jamais avec moi, seulement quand elle allait au bureau. Puis sont venus les relevés de cartes de crédit, des frais de restaurant où je n'étais jamais allé, des hôtels dans des villes où elle prétendait avoir des réunions d'une journée, des achats dans des boutiques que je ne l'ai jamais vu rapporter à la maison. Quand je l'ai interrogée sur les frais d'hôtel, elle avait une réponse toute prête. Les dîners avec les clients finissent tard. L'entreprise nous loge plutôt que de nous faire rentrer en voiture. C'est la procédure standard. C'était peut-être vrai. Ou peut-être pas. Je ne pouvais pas demander à ses collègues sans paraître paranoïaque. Je ne pouvais pas vérifier son calendrier de travail sans un accès que je n'avais pas. Mais je pouvais engager quelqu'un dont c'était le métier. Bernard Lemoine m'avait été recommandé par un collègue de travail qui avait traversé un divorce difficile. Le meilleur enquêteur de Paris, avait dit mon collègue. Ancien inspecteur de police, 18 ans dans les forces de l'ordre avant de passer au privé. Il ne manque rien. J'ai rencontré Bernard dans un café il y a 3 mois. Il avait la cinquantaine, des cheveux gris, des yeux fatigués, et portait une veste qui avait connu des jours meilleurs. Il ressemblait à tous les flics que j'avais vus dans les séries policières françaises. Dites-moi ce que vous avez remarqué, a-t-il dit en sortant un bloc-notes. J'ai tout raconté, le changement de comportement, le secret autour de son téléphone, les dépenses inexpliquées, le mépris. Bernard hochait la tête tout du long, sans rien écrire, juste en écoutant. Compte de dépenses? A-t-il demandé quand j'ai fini. Oui, fourni par l'entreprise. Elle l'utilise pour les divertissements avec les clients. Hôtel? Elle dit que c'est pour les réunions tardives, pour ne pas avoir à rentrer en voiture. À quelle fréquence? 2 fois par semaine? Parfois 3. Il a de nouveau hoché la tête. Monsieur Dubois, je vais être direct avec vous. Ce que vous décrivez est un schéma classique. Je l'ai vu une centaine de fois. Votre femme a presque certainement une liaison. Même si je le savais, le soupçonnais, m'y attendais, entendre quelqu'un le dire à voix haute m'a noué l'estomac. Pouvez-vous le prouver? Ai-je demandé. Je peux essayer. Mais je dois d'abord vous faire comprendre quelque chose. Une fois que j'aurai commencé à enquêter, vous ne pourrez pas désapprendre ce que je trouverai. Si elle a une liaison, je le documenterai. Si elle fait autre chose, faute financière, vol, fraude, je le documenterai aussi. Quoi que je trouve, vous devrez vivre avec. Je comprends. Vraiment? Parce que certains clients viennent me voir en espérant que je prouverai que leurs soupçons sont faux. Ce n'est pas ce que je fais. Je trouve la vérité, et la vérité est généralement pire que ce que les gens attendent. J'ai regardé cet inspecteur fatigué dans sa veste usée et j'ai pris ma décision.
Trouvez tout, ai-je dit. Le premier rapport est arrivé 10 jours plus tard. Bernard m'a retrouvé dans le même café et a fait glisser un dossier en carton sur la table. À l'intérieur, il y avait des photographies, Sophie entrant dans un hôtel avec un homme que je ne reconnaissais pas. Le même homme sous différents angles, différents jours. Sophie et cet homme dînant dans des restaurants chers. Sophie et cet homme dans ce qui semblait être une conversation profonde, sa main sur son bras, riant à quelque chose qu'il disait. Il s'appelle Maxime Girard, a dit Bernard. 34 ans, travaille comme entraîneur personnel dans une salle de sport haut de gamme du centre-ville. Divorcé il y a 18 mois. Il a un schéma de fonctionnement. Quel genre de schéma? Il cible les femmes récemment promues, des professionnels avec de l'argent. Il noue des relations, gagne leur confiance, puis passe à l'action pour un gain financier. J'ai trouvé 3 autres femmes au cours des 4 dernières années. Même approche à chaque fois. Ma poitrine s'est serrée. Est-ce qu'il est avec Sophie pour l'argent? C'est mon évaluation, oui. Mais il y a plus. Bernard a sorti d'autres documents, des relevés bancaires, des rapports de crédit, des dossiers judiciaires. Girard a d'importantes dettes de jeu, 48 000 € auprès de divers créanciers. Il est poursuivi par 2 casinos distincts. Son ex-femme a déposé une ordonnance restrictive contre lui pour abus financiers. Il a fait exploser ses cartes de crédit, a contracté des prêts à son nom et a vidé leur compte joint avant qu'elle ne demande le divorce. J'ai fixé les documents. Sophie ne sait pas ça. Presque certainement pas. Les hommes comme Girard sont des manipulateurs experts. Ils se présentent comme des partenaires prospères, stables et parfaits. Le temps que la cible réalise qui ils sont vraiment, elle est déjà financièrement piégée. Et Sophie? Lui a-t-elle donné de l'argent? Pas encore. Mais j'ai trouvé quelque chose d'inquiétant. Il a sorti d'autres relevés bancaires. Ceux-ci portaient le nom de ma femme. Elle a ouvert un compte privé il y a 4 mois, juste après sa promotion. Elle a viré de l'argent de votre compte joint de petites sommes, 500 € par-ci, 1000 € par-là sur ce compte privé. Jusqu'à présent, elle a déplacé 43 000 €. Le café est soudainement devenu trop chaud. 43 000 €. Elle a été prudente. De petits virements qui pourraient ne pas attirer l'attention, mais j'ai consulté l'historique de votre compte joint. L'argent a disparu. Je suis resté assis là, à digérer l'information. Ma femme n'avait pas seulement une liaison. Elle volait nos finances communes pour se constituer un compte secret. Pourquoi? Ai-je demandé. Soit elle prévoit de vous quitter et veut un matelas de sécurité, soit Girard lui a demandé de l'argent et elle se prépare à le lui donner. Peut-être les deux. Qu'est-ce que je dois faire? Bernard a fermé le dossier. Ce n'est pas mon rôle de le dire. Mais je peux continuer à enquêter. Tout documenter. Constituer un dossier si vous en avez besoin pour une procédure de divorce ou un recouvrement financier. Faites-le, ai-je dit. Trouvez tout. Au cours des 3 mois suivants, Bernard a constitué un dossier si complet qu'il aurait pu être utilisé comme preuve dans un procès pénal. Il a documenté chaque rencontre entre Sophie et Maxime, chaque visite à l'hôtel, chaque dîner, chaque message texte que Sophie pensait avoir supprimé mais qui vivait dans des sauvegardes sur le cloud dont elle ignorait l'existence. Il a également enquêté de manière approfondie sur Maxime, les dettes de jeu, le schéma avec d'autres femmes, l'ordonnance restrictive, des captures d'écran de 3 applications de rencontres différentes où Maxime maintenait des profils actifs, chacun prétendant être un entrepreneur à succès cherchant une relation sérieuse. Bernard a même retrouvé les autres femmes que Maxime avait ciblées. L'une d'elles a accepté de parler. Il m'a dit qu'il était consultant en investissement, a-t-elle dit lors d'un entretien téléphonique enregistré par Bernard. Il a dit qu'il pouvait m'aider à faire fructifier mon argent. Le temps que je réalise qu'il utilisait mon crédit pour payer ses dettes de jeu, il avait accumulé 32 000 € de dettes à mon nom. Je suis encore en train de les rembourser. Avez-vous porté plainte? A demandé Bernard. J'ai essayé, mais il a prétendu que tout était consensuel, que je lui avais donné la permission. C'est devenu une situation de parole contre parole, et la police n'a pas poursuivi. Pensez-vous qu'il recommence? Je sais qu'il recommence. Les hommes comme Maxime ne changent pas. Ils trouvent juste de nouvelles cibles. Bernard m'a aussi aidé à engager une avocate, maître Isabelle Martin,
spécialisée en droit de la famille et en cas de fraude financière. 38 ans, le regard vif, avec une réputation de représentation agressive, elle exerçait depuis 12 ans et avait un taux de réussite de 92% dans les procédures de divorce. C'est un travail approfondi, a-t-elle dit en examinant le dossier de Bernard dans son bureau. Votre enquêteur a fait un excellent travail. Pouvons-nous l'utiliser? Tout. La liaison est un motif de divorce dans le cadre d'une procédure pour faute. Les transferts financiers du conjoint constituent un vol ou, au minimum, une faute financière qui affecte la division des biens. Et si votre femme donne une partie de cet argent à Monsieur Girard, nous pouvons engager des poursuites pour le récupérer. Et l'appartement? Vous avez dit qu'il est à mon nom seul, acheté avec de l'argent hérité avant le mariage. Oui, mon grand-père m'a laissé de l'argent à sa mort. Je l'ai utilisé pour acheter l'appartement comptant il y a 12 ans, 2 mois avant que Sophie et moi nous marions. Isabelle a pris des notes. Alors c'est un bien propre, pas un bien conjugal. Elle n'y a aucun droit. Et si elle prétend y avoir contribué? Elle y a vécu. A-t-elle payé un loyer? Non. A-t-elle contribué aux rénovations ou aux améliorations? Non, j'ai fait tous les travaux moi-même. Alors elle n'a aucun droit. L'appartement est à vous. Dans la procédure de divorce, vous pouvez demander qu'elle quitte les lieux dans un délai raisonnable. Assis dans le bureau d'Isabelle, entouré de livres de droit et de dossiers, j'ai senti quelque chose changer en moi. Sophie m'avait trahi, m'avait volé et prévoyait de me quitter pour un escroc qui la viderait de son argent avant de passer à la cible suivante. Mais je n'étais pas impuissant. J'avais des documents, j'étais préparé et armé de la vérité. Quelle est la prochaine étape? Ai-je demandé à Isabelle. Nous attendons le bon moment. Laissez votre enquêteur continuer à monter le dossier, et quand vous serez prêt, quand elle passera à l'action, vous répondrez avec des preuves accablantes. Et si elle l'amène à l'appartement? Isabelle m'a regardé attentivement. Si elle amène un autre homme dans votre foyer, dans une propriété qui vous appartient, c'est audacieux. C'est arrogant. Et c'est à ce moment-là que vous lui montrerez exactement à qui elle a affaire. Le moment est arrivé 3 semaines plus tard. Sophie était distante depuis des jours, plus froide que d'habitude. Elle avait cessé de donner des excuses pour ses allées et venues, disant simplement « je sors » quand elle partait pour des heures. Puis, un samedi après-midi, alors que je travaillais à mon bureau, j'ai reçu un texto de Bernard. Elle l'amène à l'appartement. Ils sont dans un taxi. Heure d'arrivée estimée, 12 minutes. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était le moment. Le moment dont Isabelle avait parlé. Sophie amenait Maxime chez moi. J'ai répondu par texto, confirmé. Je suis prêt. Je suis allé au bureau de mon grand-père, le seul meuble auquel Sophie n'avait jamais prêté attention, sur lequel elle ne m'avait jamais posé de questions, qu'elle n'avait jamais apprécié et j'ai déverrouillé le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvaient 2 enveloppes noires. La première était étiquetée « Maxime Girard » en lettres imprimées. À l'intérieur, il y avait tout ce que Bernard avait trouvé, les dettes de jeu, les profils de rencontres, l'ordonnance restrictive, le schéma avec d'autres femmes, les entretiens, les photographies. La seconde était étiquetée « Sophie ». À l'intérieur, il y avait tout le reste, la chronologie de la liaison, les messages supprimés récupérés des sauvegardes sur le cloud, le compte bancaire secret, les 43 000 € de fonds transférés, les frais d'hôtel sur sa carte d'entreprise qui violaient la politique de la société. J'avais préparé les 2 enveloppes depuis 2 semaines, elles attendaient. Isabelle les avait toutes 2 examinées. C'est dévastateur, avait-elle dit. Utilisez-les à bon escient. J'ai entendu la clé dans la serrure, et la porte s'est ouverte. Sophie est entrée la première, ses talons claquant sur le parquet. Puis est venu Maxime, regardant mon foyer comme s'il l'évaluait. « Antoine, je te présente Maxime » a dit Sophie, sa voix vive et fausse. « Il vit ici maintenant. » Je n'ai pas réagi comme elle s'y attendait. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas disputé, je ne lui ai pas donné la confrontation dramatique qu'elle aurait pu déformer en preuve que j'étais déraisonnable. J'ai simplement hoché la tête. « Ne fais pas de scène » a dit Sophie, se positionnant déjà comme la personne raisonnable. « Sois mature. Nous sommes tous des adultes ici. » J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti la première enveloppe. « Je suis mature » ai-je dit en traversant la pièce.
J'ai tendu l'enveloppe à Maxime. Bienvenue. Ceci est pour vous. Son expression arrogante affaiblit. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-la. Les yeux de Sophie se sont plissés. Son calcul était visible. Elle s'était attendue à un effondrement, pas à du sang-froid. Maxime a déchiré l'enveloppe. J'ai regardé son visage changer alors qu'il feuilletait les pages, la confusion, puis la reconnaissance, puis la panique. Il a jeté les papiers par terre et des relevés bancaires montrant 48 000 € de dettes de jeu éparpillées sur le parquet, des captures d'écran d'applications de rencontres, des photos d'hôtels, l'ordonnance restrictive de son ex-femme. Où avez-vous eu ça? A exigé Maxime, la voix tremblante maintenant. Sophie a attrapé un des papiers, ses mains tremblaient. Qu'est-ce que c'est? Avant que tu ne le rencontres dans un bar chic quelconque que tu fréquentes, ai-je dit calmement, j'ai travaillé 15 ans dans la sécurité d'entreprise. Vérification d'antécédents, informatique légale. Je sais comment trouver des informations. J'ai regardé Maxime. Et il y a 4 mois, j'ai engagé un très bon enquêteur, Bernard Lemoine, ancien inspecteur de police, 18 ans dans les forces de l'ordre. Ça m'a coûté 3 000 €. Ça valait chaque centime. Maxime a reculé vers la porte. C'est une violation de la vie privée. Coucher avec la femme de quelqu'un aussi, ai-je dit. Mais nous y voilà. Sophie lisait les documents maintenant, son visage verdissant. Maxime, c'est quoi cette histoire de dette de jeu? Ce n'est rien, chérie. C'est 48 000 €, ce n'est pas rien, ai-je interrompu. Les hommes à qui il doit de l'argent ne sont pas patients. Regarde la page 7. Bernard a documenté les usuriers qu'il appelle depuis 6 mois. Elle a feuilleté, ses mains tremblant encore plus fort. Il y a aussi un entretien enregistré avec la femme à qui il a fait ça avant toi, ai-je continué. Page 12. Elle rembourse encore 32 000 € de dettes qu'il a accumulées sur sa carte de crédit. Il y a un schéma, Sophie. Tu n'es pas spéciale. Tu es juste la suivante. Le visage de Maxime était passé d'arrogant à pâle. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai 3 autres femmes qui disent le contraire. Sophie l'a regardé, et j'ai vu quelque chose se briser dans son expression. Tu as dit que tu étais un entrepreneur. Je le suis. C'est juste c'est fabriqué. Tout est documenté, ai-je dit. Les dossiers judiciaires sont publics. Les relevés bancaires sont réels. L'ordonnance restrictive est déposée auprès du tribunal. Bernard a tout vérifié. Vous pouvez l'appeler si vous voulez. Il s'attend à être contacté par les forces de l'ordre. Cette dernière partie était du bluff, mais Maxime ne le savait pas. Je suis retourné au bureau et j'ai pris la deuxième enveloppe. Celle-là était pour lui, ai-je dit en la tenant pour qu'il comprenne dans quoi il avait mis les pieds. J'ai regardé Sophie. Celle-ci est pour toi. Son visage est devenu blanc. Quoi? Tu pensais avoir été si prudente? Ai-je dit. Supprimer des messages, utiliser ton téléphone professionnel pour la liaison, vous rencontrer dans des hôtels en dehors de la ville. Mais tu as oublié les sauvegardes sur le cloud. J'ai légèrement ouvert l'enveloppe, montrant le bord de capture d'écran imprimé. Chaque message texte, chaque courriel, chaque photo, tout a été récupéré de ton compte iCloud qui se synchronise automatiquement. Savais-tu qu'il garde tout pendant 90 jours, même après que tu l'aies supprimé de ton téléphone? Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il y a aussi une documentation complète de l'argent que tu as transféré de notre compte joint à ton compte privé, ai-je poursuivi. Celui que tu as ouvert il y a 4 mois à la Banque régionale de Paris. 43 000 € déplacés par petite somme pour que je ne le remarque pas. Sauf que je l'ai remarqué, et j'ai documenté chaque virement. Maxime la regardait maintenant comme si elle venait de se transformer en quelqu'un d'autre. Tu avais dit que tu avais de l'argent. J'ai de l'argent, a sifflé Sophie. De l'argent volé, ai-je corrigé. De notre compte joint, ce qui, selon maître Isabelle Martin, elle est mon avocate spécialisée en divorce, droit de la famille, 12 ans de pratique constitue une faute financière qui affecte la division des biens dans une procédure de divorce. Les jambes de Sophie ont semblé flancher. Elle s'est assise lourdement sur le canapé. Antoine, tu ne ferais pas ça. J'ai déjà déposé la demande. Ce matin.
Isabelle a soumis la requête à 9h47. Tu devrais recevoir la notification lundi. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Je l'ai fait. Et il y a une dernière chose. J'ai sorti un autre document de l'enveloppe. Ce sont les frais d'hôtel sur ta carte de dépenses d'entreprise. Ceux que tu prétendais être pour des dîners clients et des réunions tardives. Sauf que je les ai croisés avec ton calendrier. À 17 reprises, tu as facturé des hôtels à la carte de l'entreprise des jours où tu n'avais aucune réunion client de prévue. C'est de la fraude d'entreprise, Sophie. Son visage est passé du blanc au gris. Tu bluffes. J'ai envoyé la documentation au service d'audit interne de ton entreprise hier. Ils ont ouvert une enquête ce matin. Tu devrais peut-être vérifier tes courriels professionnels. Maxime était déjà à la porte. Je ne fais pas partie de ça. Je m'en vais. Maxime, attends, a commencé Sophie, mais il était déjà parti, la porte claquant derrière lui. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sophie était assise sur le canapé, des larmes coulant sur son visage, son mascara coulant. Antoine, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Tu as eu une promotion, tu as décidé que tu m'avais dépassé, tu as commencé une liaison avec un escroc qui prévoyait de te vider de tes finances, tu as volé 43 000 € de notre compte joint, tu as commis une fraude d'entreprise avec ta carte de dépenses, et tu as amené ton amant dans ma maison, en t'attendant à ce que j'accepte tout simplement. J'étais malheureuse. Alors tu aurais dû m'en parler, ou suivre une thérapie, ou demander le divorce honnêtement. Au lieu de ça, tu as menti, triché, volé et essayé de m'humilier dans ma propre maison. J'ai pris ma veste sur le dossier de ma chaise. Où vas-tu? A-t-elle demandé. Quelque part où tu n'es pas. Tu peux rester ici ce soir, mais demain, tu dois trouver un autre endroit. Cet appartement est à mon nom, mon héritage, ma propriété. Isabelle a déjà déposé la motion pour l'usage exclusif en attendant la procédure de divorce. C'est aussi mon appartement. En fait, non. Vérifie l'acte de propriété. Il est à mon nom seul depuis que je l'ai acheté il y a 12 ans. Tu as vécu ici en tant qu'invité, et maintenant je te demande de partir. Sophie s'est levée, tout son corps tremblant. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. J'ai 30 jours pour t'expulser légalement. Isabelle dit que les juges sont généralement sympathiques aux conjoints qui découvrent que leur partenaire amène des amants dans leur foyer. Mais par respect pour les 12 ans que nous avons passés ensemble, je te donne jusqu'à demain pour emballer tes affaires essentielles et partir. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, Sophie. Peut-être chez ta sœur, peut-être dans un hôtel, peut-être chez Maxime, bien que je doute qu'il t'accueille maintenant qu'il sait que tu n'as pas réellement d'argent accessible. Je me suis dirigé vers la porte. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je dit en me retournant pour la regarder une dernière fois. Tu pensais que je me contentais de peu. Que j'étais ennuyeux. Indigne de toi. Quelqu'un qui accepterait simplement tout ce que tu déciderais. J'ai ouvert la porte. Mais je ne me suis jamais contenté de peu. J'ai juste été patient, prudent et assez intelligent pour tout documenter. Antoine, s'il te plaît. Isabelle te contactera au sujet de la procédure de divorce. Le rapport final de Bernard sera inclus dans les pièces à conviction, et tu devrais probablement prendre un avocat. Un bon. Tu vas en avoir besoin. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai descendu le couloir, mais pas résonnant sur le carrelage. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Isabelle, dépôt confirmé. Audience dans 6 semaines. Un autre texto de Bernard, facture finale envoyée. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel où je logeais depuis 3 jours, l'endroit où j'avais déplacé mes affaires essentielles pendant que Sophie pensait que j'étais au travail. La chambre était petite mais propre, anonyme. La mienne. Je me suis assis sur le lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai vérifié mes courriels. Il y avait un message du service d'enquête sur les fraudes de la Banque régionale de Paris accusant réception de mon signalement concernant les transferts non autorisés depuis le compte joint. Un autre courriel de Bernard avec son rapport final, 214 pages de documentation, de photos, d'entretiens et de preuves. Un message d'Isabelle avec un calendrier proposé pour la procédure de divorce et la division des biens. J'ai tout lu méthodiquement,
comme on me l'avait appris dans la sécurité d'entreprise, cherchant les lacunes, vérifiant les faiblesses, m'assurant que tous les angles étaient couverts. Tout était solide. Le divorce a mis 4 mois à être finalisé. Sophie a essayé de se battre au début, affirmant que j'avais violé sa vie privée, arguant que les preuves des sauvegardes sur le cloud étaient irrecevables, insistant sur le fait qu'elle méritait la moitié de la valeur de l'appartement. Isabelle a démoli chaque argument. Les sauvegardes sur le cloud provenaient du propre compte de Sophie, qu'elle n'avait jamais protégé avec une sécurité adéquate, par conséquent, toute attente de confidentialité était levée. Les transferts financiers étaient documentés par des registres bancaires officiels. L'appartement était un bien propre acheté avant le mariage avec des fonds hérités. L'enquête pour fraude d'entreprise de Sophie était toujours en cours. Son entreprise l'avait mise en congé administratif en attendant le résultat. Elle avait engagé son propre avocat, mais les preuves étaient accablantes, 17 frais d'hôtel des jours sans réunion client, tous signalés, tous documentés. Maxime avait complètement disparu. Selon la dernière mise à jour de Bernard, il avait déménagé dans une autre ville et était déjà en couple avec une cadre fraîchement promue dans une entreprise technologique. Le schéma se répète, avait dit Bernard quand j'avais demandé. Les hommes comme ça ne changent pas. La sœur de Sophie l'a hébergé au début, mais selon des sources avec lesquelles mon beau-frère restait vaguement en contact, l'arrangement n'a duré que 6 semaines avant que les tensions ne deviennent trop fortes. Sophie a fini dans un petit studio de l'autre côté de la ville, travaillant à un poste subalterne dans une autre entreprise après avoir été discrètement licenciée de son ancien emploi. Les 43 000 € qu'elle avait transférés ont été partagés dans le règlement du divorce. Isabelle a fait valoir qu'il s'agissait de fonds conjugaux que Sophie avait détournés, et le juge a été d'accord. Sophie a dû rembourser la moitié, 21 500 €, qui ont été appliqués à la division du compte joint. Le jugement final est tombé un jeudi après-midi. Je travaillais à mon bureau, le même bureau où j'avais rangé ces enveloppes noires, quand la notification par courriel est apparue. Divorce finalisé. Pas de pension alimentaire, une séparation nette des biens. L'appartement restait le mien. Je suis resté assis là un long moment, regardant cet espace que j'avais acheté, rénové et protégé, l'espace que Sophie avait traversé pendant 12 ans sans l'apprécier, l'espace qu'elle avait essayé de partager avec quelqu'un d'autre. Mon téléphone a sonné. C'était Isabelle. « Félicitations », a-t-elle dit. « Vous êtes officiellement divorcé. Merci pour tout. Vous avez rendu les choses faciles. » La documentation était en béton. Je n'ai jamais eu une affaire avec autant de preuves solides. Le travail de Bernard. Le travail de Bernard, oui. Mais aussi votre patience. Beaucoup de gens auraient confronté leur conjoint immédiatement, fait une scène, détruit des preuves dans une réaction émotionnelle. Vous avez attendu. Vous avez constitué un dossier. Vous vous êtes protégé. J'ai appris il y a longtemps que l'émotion sans preuve n'est que du bruit. Eh bien, cela vous a bien servi. Quelle est la suite? Je ne sais pas, continuer à travailler. Peut-être voyager. Découvrir qui je suis sans être marié. C'est un bon plan. Et si jamais vous avez de nouveaux besoins d'aide juridique, espérons que non, vous savez où me trouver. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai raccroché. L'appartement était silencieux. Le mien à nouveau, entièrement le mien. J'ai pensé à Sophie amenant Maxime ici, s'attendant à ce que je m'effondre, que je supplie, que je lui offre la confrontation dramatique qui justifierait son récit d'un mariage malheureux avec un homme ennuyeux et contenté. Elle s'était trompée sur toute la ligne. Je n'étais pas ennuyeux, j'étais prudent. Je n'étais pas contenté, j'étais stratégique. Et je n'étais pas brisé. J'étais libre. 6 mois après le divorce, je refaisais la terrasse du vieux chalet d'été de mon grand-père quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Est-ce que je parle à Antoine Dubois? A demandé une voix de femme. Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Hélène Moreau. J'ai eu votre numéro par Bernard Lemoine. J'espère que ça ne vous dérange pas. Que puis-je faire pour vous? Je sais, embarrassant, mais je pense que je sors avec le même homme avec qui votre femme a eu une liaison, Maxime Girard, et je pense qu'il me ment. Je me suis assis sur les marches du chalet, le téléphone collé à mon oreille. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ment? Il dit qu'il est consultant en investissement, qu'il peut m'aider à faire fructifier l'argent d'un héritage récent, mais quelque chose ne va pas. Et quand j'ai cherché son nom,
j'ai trouvé un vieux dossier judiciaire qui mentionnait son ex-femme, ce qui m'a mené à un rapport d'enquêteur privé, qui m'a mené à votre affaire. Que voulez-vous savoir? Tout, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir si je suis paranoïaque ou si mes instincts sont justes. J'y ai pensé à Sophie, aux autres femmes que Bernard avait trouvées, au schéma que Maxime suivait encore et encore, trouvant de nouvelles cibles qui ignoraient son histoire. Combien vous a-t-il demandé? Ai-je dit. Rien pour l'instant. Mais il parle d'opportunités d'investissement, de ce que nous pourrions construire ensemble. Ne lui donnez rien. Pas un seul euro. C'est si grave que ça. Pire. Mais je peux vous aider. Les coordonnées de Bernard sont publiques. Dites-lui que je vous envoie. Il fera une vérification d'antécédents à un tarif réduit pour toute personne liée à l'affaire Girard. Merci. Vraiment, je ne sais pas si je réagis de manière excessive, mais ce n'est pas le cas. Faites confiance à vos instincts et documentez tout. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur ces marches de chalet pendant un long moment, regardant les bois que mon grand-père parcourait chaque matin. C'était un homme silencieux, lui aussi prudent, patient, le genre de personne que les gens sous-estimaient jusqu'à ce qu'il réalise qu'il avait déjà pensé 3 coups à l'avance. Ne gaspille pas tes émotions pour des gens qui ne les méritent pas, me disait-il. Garde ton énergie pour protéger ce qui compte. J'avais protégé ce qui comptait, l'appartement, la vérité, mon avenir. Sophie avait pensé qu'elle avait gagné en trouvant Maxime, en construisant son plan d'évasion, en se préparant à me quitter pour quelqu'un de mieux. Mais elle avait oublié la règle fondamentale de toute arnaque, la personne qui semble la plus faible pourrait bien être celle qui observe tout. J'ai fini de refaire la terrasse alors que le soleil se couchait derrière les arbres. Le chalet était à moi maintenant, aussi, hérité après le décès de mon grand-père. Un autre élément de stabilité. Une autre fondation. Mon téléphone a vibré. Un texto de Bernard, Hélène Moreau vient d'appeler. Merci pour la recommandation. On dirait que Girard a recommencé. J'ai répondu, heureux d'aider. Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'y manquerai pas. Et Antoine, vous avez bien agi. Beaucoup de gens se seraient effondrés. Pas vous. J'ai rangé mon téléphone et je suis entré dans le chalet, j'ai préparé le dîner, je me suis assis sur le porche et j'ai regardé les étoiles apparaître. Sophie était quelque part en ville, probablement encore en train d'essayer de comprendre où tout avait mal tourné, se racontant encore qu'elle avait été la victime d'un mari déraisonnable, croyant toujours à sa propre version révisée de l'histoire. Maxime était ailleurs, ciblant quelqu'un de nouveau, utilisant le même stratagème qui avait fonctionné pendant des années. Et j'étais ici libre, entier, indemne de ceux qui avaient essayé de me rabaisser. J'avais tendu cette enveloppe noire à Maxime et j'avais vu son masque tomber. J'avais montré à Sophie son propre vol et j'avais vu son monde s'effondrer. J'avais tout fait tranquillement, prudemment, méthodiquement. Pas de drame, pas de scène, pas d'émotion gaspillée. Juste de la documentation, de la patience et le simple acte de dire la vérité. C'était ça, la vraie vengeance. Pas de leur faire du mal en retour, pas même de les confronter de manière dramatique, juste de laisser leurs propres actions parler plus fort que tous les mots que j'aurais pu dire. Sophie m'avait sous-estimé parce que j'étais silencieux. Elle a appris le contraire à ses dépens. Et quelque part, peut-être qu'Hélène Moreau apprendrait de mon exemple. Peut-être la femme suivante, et celle d'après. Peut-être qu'un jour, les hommes comme Maxime n'auraient plus personne à tromper.